raisonner, pour moi, ça n'a aucun sens. Ça ne veut rien dire parce que on m'explique que j'avais déjà parlé avec certains collègues qui sont effectivement conventionnels, donc qui traitent. Mais moi, je suis raisonné parce que quand il n'y a pas besoin, je ne mets pas. Qui va mettre un produit à 300-400 € le litre phytosanitaire, là où il n'y en a pas besoin. Donc le raisonner, c'est ça, il n'y en a pas besoin, j'en mets pas. Bon, bah, donc moi j'appelle ça du conventionnel. C'est tout. Donc c'est soit on est certifié, parce que là il y a des contrôles, on s'engage à, et donc là il y a un engagement vrai, ou alors on n'y est pas. Et certification, vous avez des obligations. Vous avez des obligations, vous payez aussi pour ça, non? Ça coûte 400 ou 500 € par an, ou 600, je crois, ça ils ont un peu augmenté. Le certificat chez Qualité France, ça doit être 600 € pour l'année. Ça impose donc, il y a un contrôle systématique annuel, plus des contrôles aléatoires, c'est-à-dire sans nous prévenir. Qui, je trouve, donne un peu de crédit au certificat. Et même à la limite, il faudrait peut-être en faire plus, ça sera encore mieux, mais bon, voilà. Sinon, par rapport à l'agriculture raisonnée, c'est ce qu'on appelait phare pendant un moment. C'est mis au point par la FNSE. C'était Christiane Lambert qui était à ce moment-là CDJA, mais comme tous les jeunes, les CDJA montent à l'échelon. Et c'est mis en place avec tous les grands groupes de produits phytosanitaires. Donc l'agriculture raisonnée consistait à enregistrer tout ce qu'on met. C'est pratique, c'est bien. Ça a pu quand même avoir un intérêt chez certains agriculteurs, j'ai jamais fait où le fait de noter faisait prendre conscience de tout ce qu'on met. Et certains se sont dit que je pourrais peut-être faire autrement. Ça a pu avoir un impact sur l'évolution des pratiques, mais globalement, voilà, en France, nous avons augmenté nos consommations de produits phytosanitaires. On a arrivé l'argent des produits pour éco-phyto, voilà. Et ils remettent encore un paquet d'argent, comme ils en remettent un paquet d'argent pour les nitrates, même problème, c'est pas résolu. C'est évident que ça pose un problème que ce soit privé. Ceci dit, sur les marchés, on a d'autres soucis. Nous, par exemple, c'est la concurrence qu'on a avec les soi-disant producteurs en conventionnel, mais qui font que du rachat. Ce qui veut dire qu'on est confronté à des gars qui arrivent avec des bottes, avec un pantalon plein de boue, mais qui ont un pavillon, un garage, et qui ont acheté des palettes de légumes la veille, chez Métro ou chez Boissier, et qui revendent sur les marchés des tarifs défiant de concurrence. Donc, par rapport à ça, j'ai essayé de voir si il y a moyen de faire des contrôles. Alors, il y a la direction générale des fraudes qui existe. Ils sont 3 fonctionnaires pour le Calvados. 3 fonctionnaires. Ils font 35 heures, il faut qu'ils s'occupent de tous les supermarchés, tous les restaurants, tous les marchés. En 10 ans, je les ai vus une fois, ils sont passés sur le marché de Caen, ils sont venus une fois, et tout le monde avait l'air surpris de les voir. C'est-à-dire qu'ils ne passent pas très souvent. Et donc voilà, le problème du public, c'est que si vous avez un contrôle avec, par exemple pour la direction générale des fraudes, 15-20 fonctionnaires qui seraient sur le terrain tous les jours, ça serait au top, ça serait bien. Alors si vous voulez mettre ça en public, le contrôle l'appel bio, oui, mais il faut même du monde. J'ai pas compris en quoi c'était illégal ce qu'ils faisaient ces gens-là. C'est parce qu'après ils les revendent comme étant local. Non, parce que le fait d'acheter si vous êtes producteur, vous cotisez MSA, donc vous êtes taxé sur la surface que vous exploitez, et vous n'avez pas de registre de commerce, et donc vous êtes souvent au forfait, en général les plus petits exploitants sont au forfait, et donc au niveau des impôts ils sont peinards. Ils déclarent un petit forfait, donc il n'y a pas de. Il y a très très peu de charges sociales à payer sur sur son travail. Il y a très peu d'impôts aussi parce que le forfait est souvent minimisé. Et donc c'est du travail qu'au noir. Le fait d'acheter de la marchandise, si vous n'avez pas de registre de commerce, vous achetez au noir, en liquide. Et vous vendez sur le marché, donc vous avez ce liquide, c'est que du travail au noir. Là on légalise un travail au noir. Alors que le producteur, vous êtes taxé sur vos surfaces exploitées par la MSA, et après vous avez un chiffre d'affaires, et après voilà, les impôts ils vous attendent, j'ai les dégâts. Donc voilà. Donc quand on est confronté à ce genre de concurrence, c'est vrai que c'est quand même très lourd. Parce que c'est facile d'acheter une salade 60 centimes, la revendre à 1 € le lendemain matin, tout le monde la faire pousser.
rapport au... La question a été posée par rapport au cahier des charges. Alors il y a plusieurs quand même organismes qui effectivement sont tous privés. Hein. Je dirais il y en a qui travaillent mieux que d'autres, il y en a qui... Enfin, nous on utilise Écossais, sincèrement, il y a quand même... ils sont là chiants, hein, dans le bon sens du terme. Je veux dire, mais ils épluchent réellement. Par contre, aucun cahier des charges, aucun contrôle n'évitera les magouilles. Ça, il n'y en a pas un. Moi je le sais par mon environnement, il n'y en a pas un. Mais on ne peut pas non plus... Théoriquement, on marche un peu en confiance. Les gens qui, normalement, qui sont passés en bio à une certaine époque, l'ont fait volontairement, ils ont choisi. Théoriquement, ils n'ont pas trop magouillé. Enfin, mais ce qui est à craindre maintenant, au moins dans la production laitière, c'est qu'avec la crise laitière actuelle, là on voit, je ne sais pas combien, je ne sais plus, les nombres de conversions en agriculture bio de fermes hyper intensives qui en 18 mois, parce que maintenant ils sont arrivés à 18 mois, vont passer en bio. C'était 2 ans, 2 ans et demi selon le type de structure. Et maintenant, il y a 18 mois. Alors, en plus, ils n'ont rien changé dans leur pratique avant. Ce qu'ils voient, c'est le prix du lait, on a pas parlé. Le bio est payé à 450 €, l'autre est à 270. Hein. Voilà. En plus, aide à la conversion, multipliée dans un hectare, hein, parce que malgré tout, ça marche encore comme ça. Et là, on peut quand même se poser vraiment une question sur les futurs arrivants et comment les organismes de contrôle vont gérer ça. Et à mon avis, là, il faudra être vigilant effectivement pour les organismes de contrôle et aux agriculteurs bio, enfin aux agriculteurs bio, d'être très vigilants par rapport à ça. Là, on va vraiment vers quelque chose. Voilà, tout à l'heure, c'est toute l'ambiguïté. Économiquement, on est dans des contraintes. Les gens vont foncer sur le bio aussi bêtement qu'ils vont foncer dans l'intensif sans rien avoir préparé de plus et pas avoir une réflexion globale. Et ça, c'est hyper dangereux. Je connais un peu mieux tout ce qui est production légumière. C'est vrai que par exemple sur Créance, qui a un bassin de production légumière conséquent, mais qui ont été ils ont travaillé beaucoup en conventionnel, donc avec beaucoup d'apports de produits chimiques sur Créance. Là, j'ai un copain qui travaille avec une exploitation là-bas. Il dit mais tout le bassin de Créance, on est en train tous d'arrêter parce qu'on arrive tous à peu près à la retraite, ils ont tous à peu près le même âge, il n'y a personne qui apprend derrière. Donc Créance, dans 10-15 ans, à mon avis, il n'y aura plus un légume qui sortira de Créance parce que déjà les terres sont complètement usées, détruites. Alors qu'est-ce qu'ils vont y faire à la pêche? Je ne sais pas, peut-être de l'herbage, peut-être de la céréale, j'en sais rien. Et production légumière sur Créance, à mon avis, dans les 10-15 ans qui viennent, c'est vrai que pour le moment, c'est mort. Enfin, à moins qu'il y ait un revirement. Et actuellement, la glissade dans laquelle on est parti, c'est mort. Alors c'est un bassin important pour la production légumière. Après, en Bretagne, c'est un peu pareil. J'ai un peu de vie sur Morlaix, par là, il n'y a personne qui va reprendre derrière. Alors, le fait de reprendre des fermes, des exploitations comme ça par des jeunes évolués, il n'y a pas de bagarre. De toute façon, on voit encore comme dans la production laitière, là, le sénateur Bizet de Val-de-la-Manche, lui, il a 30% d'agriculteurs à faire disparaître, à aider à sortir. Ils ne sont pas compétitifs. Je ne dis pas qu'il faut les faire disparaître, il y a une autre façon de le dire, mais qui ne sont plus compétitifs et qu'on doit accompagner dans le changement. Encore 30%. Alors, effectivement, vu déjà l'hécatombe qu'il y a, je ne sais pas. Alors, non compétitif, on ne sait même pas sur quel critère, si c'est que l'économique pure et dure, ça va bien temps. Et en plus, voilà, l'ambiguïté, c'est que même le gouvernement le reconnaît, comme l'agriculture n'en a pas. Quand on nous parle de crise laitière, moi je suis désolé, il n'y a pas de crise laitière, c'est simplement la poursuite logique d'un système libéral, on en arrive au bout, et tant mieux finalement. Enfin, on ose enfin lâcher tous les verrous, dans le sens du terme pour moi, mais qui permettaient, qui bloquaient la production, donc maintenant liberté de produire des volumes. Moi j'étais en tant que syndicaliste aux réunions du CIRLE, donc, qui est le responsable laitier régionaux. À la fin des quotas, donc c'est FNSEA et Industrie laitière, ils se réjouissaient de la fin des quotas. Enfin, on allait pouvoir inonder le monde de notre bon lait français. Et 6 mois après, manifestation, on va le fumer, on demande des aides à l'État pour compenser un truc. Le même syndicat qui a forcé à faire ce système-là, 6 mois après, revirement, mais c'est eux qui ont fait tous les dégâts. Moi je veux bien qu'on manifeste, mais là, ça n'a aucun sens. De la manière dont on le fait, en plus, c'est plus lamentable. Mais effectivement, je pense qu'il va certainement y avoir une hécatombe agricole s'il n'y a pas de changement politique.
politique, ça c'est sûr, mais on lâche en France, mais il faut regarder en Chine, comme on parlait tout à l'heure, c'est 50% de la population rurale qui va disparaître, hein, enfin des producteurs, nous c'est rien. Ce qui se passe dans le monde, c'est absolument hallucinant dans les pays de Maghreb, dans les pays partout. Et il n'y a pas d'emploi à recréer de l'autre côté pour l'instant par rapport à ça. Donc on ne voit même pas l'intérêt économique pur d'une nation à faire ça pour payer des chômeurs, pour donner des indemnités, pour ça. Justement, même quand on raisonne, on ne veut pas être économique ou raisonner par l'économie, même économiquement, c'est aberrant. Il n'y a pas de. Enfin, il raisonne économique, je veux dire, et en fait, finalement, c'est même pas économique. Et ça rend pas. Donc, voilà, Ouais, on se pose bien des questions. Moi je suis content que le panel, c'est un peu le hasard, mais c'est représentatif un peu. Vous êtes un peu de tous les systèmes, au niveau des volumes, au niveau des modes de production. Moi, il me semble finalement que vous avez des problèmes communs. Ça serait quoi le problème commun? C'est-à-dire que finalement, votre profession, vous n'avez pas la main sur quoi. Vous n'avez pas la main sur l'organisation de votre profession, de votre métier. Oui, j'ai la main, puisque je prends en direct, voilà, je cherche. Ouais, mais ce sur quoi vous n'avez pas la main, c'est sur les conditions. Par exemple, vous n'avez pas la main sur le fait qu'un concurrent, à un moment donné, qui n'aura pas vos contraintes, va inonder votre marché. Oui, d'ailleurs, vous le dites vous-même. C'est-à-dire que ceux qui font ce métier n'ont pas la main sur leur métier, et les citoyens qui vivent de votre production, et qui vivent dans le même pays, et qui devraient avoir la main également sur la manière dont on produit les aliments qu'on mange, et puis nos concitoyens qui travaillent sur ce métier, n'ont pas la main sur comment ça se passe. Parce que moi, si je fais cette remarque, c'est par rapport par exemple, à ce que vous disiez tout à l'heure, à savoir, finalement, soit le CETA, soit l'Europe, soit nos propres politiciens nationaux, ils font des choix aberrants, mais le problème, c'est pas tellement qu'ils fassent des choix aberrants, c'est comment on les contrôle, en fait. Parce que le CETA, il faudrait faire un autre CETA, vous dites, avec des choix plus cohérents. Mais comment on va imposer quoi que ce soit aux gens qui font les CETA? C'est des commissaires non responsables politiquement, sur lesquels on n'a aucune possibilité de peser, aucune. Et nos responsables politiques, avant on avait une manière imparfaite de pouvoir peser dessus, mais maintenant on n'en a plus aucune. Puisqu'ils obéissent à des traités et à des institutions sur lesquelles notre vote n'a aucun effet. Plus personne ne peut peser, ni ceux qui travaillent, ni ceux qui font partie de la même communauté politique, ne peuvent peser sur vos contraintes de production. Où finalement, il n'y a plus qu'un prix qui décide, comme vous à Chicago, ou comme finalement vous par rapport à des concurrents qui ne suivent pas vos propres contraintes, ou à vous qui êtes sur un domaine dont vous ne maîtrisez pas la filière, en fait. Donc, le problème, il n'est pas individuel, justement. Il n'est pas tellement sur la prise de conscience de chaque agriculteur. Chaque agriculteur prendrait conscience de ses contraintes, qu'il n'aurait toujours pas changé les règles qui viennent de l'extérieur, sur lesquelles il n'a pas prise, et qui lui impose, qu'il veuille ou pas, qu'il essaye ça ou ça. Parce qu'effectivement, vous êtes déjà quasiment les derniers des Mohicans. C'est-à-dire que quand on voit le nombre d'agriculteurs qu'il y avait dans les années 50 en France, et quand on voit le nombre d'agriculteurs qu'il y a maintenant, quel que soit son mode de production, il est voué à disparaître dans la génération suivante. Qui va le remplacer? Et on n'aura toujours pas eu de la main sur ce qu'on voulait décider comme moyen de production. Finalement, le bio, c'est un faux problème, parce que le bio, on a dit, il y a des manières de produire qui sont pas très saines et pas très rationnelles. Il faudrait le remplacer par des manières plus saines et plus rationnelles de produire. D'accord? Mais pourquoi on n'a pas passé des lois dans ce cas-là? Pourquoi on a fait un label?
et que chacun se débrouille et que le consommateur choisisse. Si c'est vraiment pas sain pour la santé, les pesticides, les insecticides, pourquoi ils sont permis? Pourquoi c'est un label qui remplace une loi pour l'interdire, avec du coup des acteurs qui seront bons, des acteurs qui seront mauvais? C'est pas bien. Ah ben moi je sais bien, j'ai bien choisi. Ça repose sur les agriculteurs et sur les citoyens avec son caddie. Comment ça se fait? Pourquoi c'est pas une loi qui a été passée pour interdire les insecticides ou les pesticides s'ils étaient toxiques pour la santé? D'ailleurs, je mets si, on le sait très bien qu'ils le sont. Donc, puisqu'ils sont mauvais pour la santé, pourquoi c'est pas une loi qui l'a fait? Donc, moi, je suis un peu long, mais ma remarque c'était ça ne doit pas reposer juste sur les épaules des agriculteurs, et on doit pouvoir peser politiquement sur ces choix-là. À partir du moment où on accepte un système qui est plus politique et plus démocratique, ben on n'a plus qu'à subir la fin des paysans, bio ou pas bio. Voilà. C'est ce que je disais, enfin vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, que je trouve que le bio est intéressant, mais c'est pas une demande des recettes ou des choses comme ça qu'on en fonctionne. Mais quand je disais de réfléchir individuellement, chaque individu est quand même capable de réfléchir individuellement, mais je ne dis pas qu'après ils se regroupent pas pour aller plus loin. Hein, je veux pas, mais c'est vrai que le problème de l'agriculture, c'est qu'il est aux mains de lobby. Je dirais il y a les politiques, il y a l'Europe, il y a tout, mais derrière, il faut quand même voir le boulot au RAMA, qui est la branche industrielle de la FEDESLA ou au Parlement européen, mais c'est hallucinant le boulot qu'ils font, enfin le boulot, mais la façon dont ils bossent là-bas. Donc effectivement, on est certainement très bête d'élire des gens qui mettent des représentants au niveau européen. C'est stupide, je suis d'accord. Mais après, moi, je n'ai pas non plus la réponse. Et je pense que l'agriculture, non mais quand c'était formulé, il y aura toujours de la concurrence, quel que soit le système, même si c'est dans un système parfait agricole, il y a quand même les mentalités qui font qu'il y aura toujours un qui essaiera de vendre moins cher que l'autre ou de prendre la place de l'autre. Ça sera l'étape à régler. Mais avant, il y a quand même, effectivement, il y a du boulot. Mais je pense que, moi, je suis assez fan de notre député du coin, Isabelle Attard. Au moins, elle a la niaque pour faire chier vraiment tous les gens dans leur retranchement, elle n'est peut-être pas encore au top dans beaucoup de domaines, hein, mais au moins, elle va jusqu'au bout de ses logiques et c'est percutant. Quand on voit, là, on a encore rencontré, au niveau syndical, on a rencontré la conseillère de Hollande par rapport à l'agriculture. Mais de toute façon, on est dans un système libéral, il faut faire avec. En aparté, alors ça c'est vraiment, en aparté, il n'y a plus personne, il n'y a plus ses conseillers, il n'y a plus personne, et tout ça, la Confédération paysanne, elle dit, c'est vraiment bien ce que vous faites, il faut continuer, on a besoin de vous pour faire changer les choses. Et avant, je militais aux paysans travailleurs, parce que j'ai été, je ne sais pas quoi, quand on a ça dans l'ombre, là, et là, elle n'est même pas capable d'être pilaire. À chaque fois qu'on rencontre actuellement tous les hommes politiques ou DTA, tous ces systèmes-là, ils nous disent tout, bah oui, c'est le système qui est comme ça. Et c'est eux qui le créent, et c'est eux qui le soutiennent. Et là, je dis justement, c'est là, moi je ne parle pas que dans mon agricole, la réflexion individuelle, mais ces gens-là, mais comment ils vivent ça? Ils sont complètement malheureux. Comment rien qu'individuellement, on peut supporter un truc comme ça. Je rentre chez moi le soir, je me dis, c'est pas du tout ce que je pense. Et on rencontre la sous-préfète, elle est entièrement d'accord avec la conf, avec le bio, avec le machin, puis quand elle est sur le terrain, elle continue, voilà. On n'a plus que ça, mais je pense qu'on est aussi capable d'élire des gens intéressants. C'est aussi à nous de savoir je ne dis pas que ça va répéter les choses, je ne dis pas que ça va répéter. On est tous capables de se présenter politiquement à toutes les élections, mais n'importe qui peut le faire. Moi je dirais qu'en Chouette, si je ne trouve plus quelqu'un, ça fait vraiment dans le mur, je mets un petit papier en expliquant mes raisons. C'est génial d'aller au dépouillement après. Et les gens, déjà que ça fait du bruit dans la salle, je sais quoi, puis je lis toutes des petites phrases, et oh, alors ça, par contre il est nul. Le bulletin, il n'est même plus comptabilisé le temps, il est nul. Mais dans mon canton, là, les dernières élections cantonales, 72% d'abstention. Hein. Et si 72% des gens avaient mis un petit papier en expliquant leurs raisons et leurs trucs, ça a de la portée. Après, on peut se lamenter qu'on n'est plus en démocratie ouais, d'accord. Mais on peut quand même se bouger pour aller faire quelque chose le jour des élections. On a toujours cette liberté actuellement de faire ça. Elle est bien faite, hein, parce que finalement, on a un élu. On l'a eu. On l'a quand même eu. Et il est content. Merci de la confiance qu'on apporte 15% de la population.
lois de beauté, par exemple le Roundup, tout ça. Les grosses firmes, ils arrivent à faire reculer les politiques. Ils les ont dans la main. Oui, alors ça va pas être un scoop, mais on va se rappeler qu'on est dans un système de libre-échange, vous l'avez dit, soit monsieur, puisque en fait les prix sont fixés par la bourse, par Chicago, etc. Voilà, c'est pas la peine de faire des commentaires là-dessus, tout le monde a compris. En ce qui concerne les critères du bio, il n'y a pas de critère national du bio. Tous les critères sont décidés de toute façon au niveau de l'Union européenne. D'ailleurs, le petit label, le petit logo qui apparaît est valable sur l'ensemble de l'Union européenne. Et vous disiez tout à l'heure, à juste titre, ça ne va pas parce que de toute façon, il n'y a pas la dimension locale ni la dimension sociale du bio. C'est-à-dire, voilà, on peut finalement avoir son petit logo bio avec des pommes qui viennent du fin fond de l'Europe de l'Est. Et d'ailleurs, il y a en France des cantines, des élus qui se targuent de fournir des produits bio aux élèves, mais en fait, ces produits viennent de l'autre bout de l'Europe. Mais c'est pas étonnant qu'il n'y ait ni critère social, ni critère local, puisque cela serait incompatible avec l'Union européenne, avec le traité de Lisbonne, avec le traité de fonctionnement de l'Union européenne, etc., sur l'interdiction du protectionnisme. Ce seraient des critères considérés comme protectionnistes. Donc ce n'est pas possible. Première chose. Deuxième chose, sur la formation des agriculteurs. Moi, je n'ai jamais été agricultrice, mais il se trouve que dans ma vie professionnelle, j'ai travaillé pour des organismes de formation pour les agriculteurs. Et j'ai rapidement compris pourquoi on formait à tout va sur l'agriculture raisonnée, puisque les fonds pour la formation des agriculteurs viennent essentiellement de l'Union européenne. Et que donc ces organismes de formation ne sont évidemment pas indépendants et qu'ils doivent répondre pour avoir les sous de l'Union européenne, donc pour fonctionner, ils doivent évidemment avoir des programmes qui sont compatibles avec les attentes de l'Union européenne. C'est ainsi que depuis plusieurs années, on forme allègrement sur l'agriculture raisonnée toute une série d'agriculteurs parce que l'agriculture raisonnée a été inventée comme un concept, un faux concept, enfin je ne sais pas comment on peut le dire, pour montrer, pour donner une nouvelle image, une image passable, digérable à finalement l'utilisation d'intrants divers et variés. Alors évidemment, on peut se féliciter qu'elle soit raisonnée et que l'agriculteur soit considéré comme un homme ou une femme doué de raison qui peut penser par lui-même. Mais en dehors de ça, on n'a pas attendu d'avoir la formation des agriculteurs pour que les agriculteurs y pensent par eux-mêmes. Et d'ailleurs, évidemment, les agriculteurs pensaient déjà par eux-mêmes avant, et c'est la raison pour laquelle un certain nombre d'agriculteurs ont décidé, qui étaient en conventionnel, de passer en bio avec toutes les difficultés que ça présente. Alors évidemment, l'agriculture devrait être, de mon point de vue, intégralement débarrassée au grand maximum de tous les intrants, puisqu'elle devrait répondre à la souveraineté alimentaire. À la souveraineté alimentaire des peuples, à la souveraineté alimentaire, des peuples et à la souveraineté prioritairement là où se produit la production locale, à la souveraineté alimentaire en France, la
souveraineté alimentaire d'Allemagne, la souveraineté alimentaire d'Espagne, et patati patata. Le seul problème, c'est que souveraineté alimentaire ne peut fonctionner qu'avec souveraineté nationale, c'est-à-dire avec la souveraineté de ces peuples là où ils vivent. Or, nous ne pouvons plus faire de lois, ou nous faisons des lois à la marge, puisque nos lois en France, Espagne, Italie, Allemagne, Pays-Bas, doivent répondre aux injonctions de Bruxelles, c'est-à-dire au traité de Lisbonne, à la concurrence libre et non faussée, à l'interdiction du protectionnisme, et donc de privilégier, entre guillemets, la production locale. C'est quelque chose qu'on ne trouve pas seulement dans l'agriculture. Donc, nous sommes aux prises avec un système qui fait que, quel que soit, à un moment donné, le vote, le bout de papier qu'on met là dans l'urne, si on n'a pas un candidat qui dénonce ce système et qui dit que d'abord il faut gagner la souveraineté nationale et populaire, eh bien son vote, c'est un chiffon, puisque de toute façon, il va élire un député ou une députée, peut-être, qui va avoir compris les problèmes de l'agriculture et qui, malgré sa bonne foi, ne pourra pas, de toute façon, dans le cadre des institutions actuelles, intervenir comme il faudrait intervenir. Ça se décide. Donc ça, c'est quand même deux choses que, moi, qui m'intéressent en particulier, parce que la Confédération paysanne a été, il y a plusieurs années, très positivement agressive, entre guillemets, sur la question de la souveraineté alimentaire. Et c'était un des flambeaux de la Confédération paysanne, la souveraineté alimentaire. Hélas, elle ne l'a pas tricoté avec la question de la souveraineté nationale et populaire, et on parle un peu moins de souveraineté alimentaire aujourd'hui. Et j'ai une question là, vraiment un pied dans le plat, on ne pourra certainement pas la traiter aujourd'hui, mais c'est la question de la propriété. Les agriculteurs doivent-ils être propriétaires de la terre? C'est-à-dire de la surface de la terre. Ils ne sont pas propriétaires des sous-sols. C'est-à-dire que si demain matin, on trouve du gaz de schiste sur un terrain dont l'agriculteur est propriétaire, eh ben, et qu'il y a des décisions de privilégier l'extraction de gaz de schiste, par exemple, eh ben, donc la propriété du sol par les agriculteurs ne leur offre aucune garantie de maintenir leur titre de propriété ad vitam aeternam comme ils le choisissent. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas trouver des nouvelles formes de propriété plus collectives pour exploiter le sol? Je n'ai pas parlé de retour donc je dis tout de suite, il ne faut pas vous faire épingler sur le mur, mais il y a des nouvelles formes de propriété comme les sociétés coopératives d'intérêt collectif, par exemple, qui pourraient associer et les travailleurs, les paysans, ceux qui travaillent, l'État et peut-être des collectivités territoriales, ou peut-être tout simplement ce qu'on appelait tout à l'heure des consommateurs, et qu'on pourrait appeler des citoyens. En tout cas, la question de la propriété du sol pour les agriculteurs ne peut pas être évitée, même si c'est une question taboue pour le moment. Mais je sais qu'au niveau, le Larzac, dans les terres du Larzac, il y a déjà des... On n'entend rien. Il y a quand même le Larzac qui donne un peu une réponse par rapport à la propriété. Je ne sais pas si c'est bien dans ce sens-là qu'il a été posé la question. Il y a aussi Terre de Liens qui commence à pas mal travailler sur ce sujet, mais il n'y a pas de moyens financiers importants. Encore une fois, c'est quand même aussi une grosse difficulté. Terre de Liens avance à la vitesse... Un escargot. Qui peut. Un escargot, c'est pour ça que je sais pas, voilà, même par rapport à ces... Effectivement, c'est une politique qui manque. Je suis tout à fait d'accord, je ne suis pas d'accord sur certains détails. Mais sinon, par rapport à la formation agricole, ça, moi, je l'inscris en faux par rapport à certaines choses. J'ai un frangin qui est ingénieur agronome depuis, il est à la retraite, mais donc il est à l'école de Rennes. Et le bouquin de formation, c'était le bouquin de Dominique Soltner. Donc, Dominique Soltner fait toujours des bouquins sur l'agriculture, sur comment planter la haie, la méthodologie, la culture, donc il est vraiment un mec qui est...
Première partie du bouquin, c'était sur toutes les problématiques nord-sud. Tout était évoqué. Enfin, le soja, la désertification, voilà, tout était évoqué. La majeure partie, c'était effectivement sur l'agriculture traditionnelle ou conventionnelle. Et il y avait tout un cahier qui était quand même assez important sur l'agriculture biologique. Déjà à cette époque. Ce qui veut dire que tous les ingénieurs agronomes qui ont été formés depuis je ne sais pas combien de temps ont tous eu accès à ces infos-là. Et c'est là où je dis que l'être humain a joué une réflexion. Après, à eux d'éplucher, à eux d'aller plus loin. Mais je veux dire, tout était entre leurs mains pour aller plus loin. Et c'est encore exactement pareil dans les formations agricoles actuelles. La fiston qui vient des écoles de terre. Ils vont visiter les fermes bio, ils ne parlent plus des pesticides, ils ne font plus avant, il fallait réciter le nom de matière active, le machin, voilà. Ça c'est fini. Ils vont dans l'agriculture, dans des systèmes totalement différents, pas forcément que bio, où finalement les élèves sont subjugués par la tenue de la ferme, parce qu'il y a l'image où c'est toujours, voilà, c'est pas moderne, c'est pas ceci, c'est pas cela. Globalement, les exploitations bio sont quasiment aussi modernes, je ne sais pas quel sens on donne à ça, mais visitables, on va dire aussi, que les autres. Mais quand ils reviennent, de toute façon, non, moi je ne changerai pas de système. Je vais m'installer, je vais faire un poulailler, je vais faire ceci, je vais faire cela en industriel. Ça retombe toujours sur le même truc. Alors c'est aussi le lien par rapport aux parents, par rapport... voilà, c'est compliqué. Justement, il y a ce lien de la terre qui est hyper compliqué dans l'agriculture, c'est qu'on voit un nombre incroyable d'agriculteurs qui sont installés parce que c'est le bien, le patrimoine familial, et dans les difficultés sur les paysans, la majeure partie des gens qui sont en difficulté, c'est d'abord par un mal-être, parce qu'ils ont repris pour la tradition à con, et que, voilà, bon, c'est fou. Effectivement, le problème de la terre, c'est la terre, c'est un vrai problème. Mais même les maraîchers bio qui s'installent actuellement, ils n'ont quasiment pas le choix d'acheter leur terre aussi. C'est là aussi que c'est... Voilà. Et la terre, elle monte 18 000 €, hein, on arrive dans certains points à l'hectare. Alors, le problème qu'il y a, le marché du foncier augmente, terre de liens ne fait pas de spéculation, mais il est obligé de se fixer sur un prix moyen de ce qui se pratique actuellement. Le prix moyen, il n'arrive pas d'augmenter, Terre de Liens n'a pas plus de moyens, ils n'arrivent plus à... Nous, on est sur une partie de notre ferme qu'on voudrait faire reprendre par Terre de Liens. Mais ils n'arrivent pas à suivre. Hein. C'est une machine qui est très lourde. En plus, c'est très très lourd. Il y a la foncière de Liens, c'est vraiment très très lourd. Sinon, c'est une idée qui est du tonnerre. Mais le boulot, hein. Le boulot de la SAFER, par exemple. Le boulot de la SAFER, il devrait... Une ferme qui avait été supprimée à Vers-sur-Mer à côté. Hein. Une ferme de 130 hectares de labour, qui a été sur, il y a déjà en 92. Qui a été supprimée, ça a été divisé. La SAFER n'a pas dit tiens, on va installer un jeune. Ça a été divisé en je ne sais plus combien. Et c'est tous ceux qu'on a, je veux dire, carrément, j'en ai acheté 30 hectares, qu'on m'a offert, carrément, on m'a appelé, voulez-vous les 30 hectares? Parce que alors que vous n'étiez pas demandeur. Mais sauf que la SAFER, pourtant ça peut être un élément intéressant dans une politique... Elle n'a pas dit, tiens, on va essayer d'installer un jeune au niveau sur la ferme de... Mais ça dépend de ce qu'on en fait, politiquement. Et là, on a l'exemple précis que cet organisme-là qui est aux ordres préfère filer de la terre à des gens qui en ont déjà beaucoup, qui ne sont pas demandeurs, plutôt que d'installer un jeune sur une surface qui était viable, quoi. Oui. Et là, non, on a supprimé même une partie à des jeunes, je veux dire, oui, non, d'augmenter, non, c'était donné à des gens qui avaient beaucoup de terre déjà, pas les autres. Actuellement, c'est au niveau politique, la Confédération paysanne maintenant a le droit de rentrer dans une commission SAFER. Avant, on n'avait même pas de pouvoir dire. Et en fait, on a eu une personne par rapport à, je ne sais pas le nom, en fait, les autres, on n'arrive pas à savoir comment ils sont. De toute façon, ça change, c'est pas jamais les mêmes, ils ont tous un mandat, ils ont tous... et maintenant, dans les trucs SAFER, on a un choix à faire entre une ferme de 200 hectares ou une ferme de 300. À qui donner les 50 hectares tout le monde? Parce qu'il a... ça. Moi, je ne veux pas aller dans les trucs de SAFER, je vous dis personnellement, je ne veux pas me baigner là-dedans. Effectivement, de temps en temps, on fait du bien, on veut sauver des petits trucs et tout. Mais marginalement, la politique de la SAFER,
Et il n'y en a pas d'ailleurs, on m'a dit, mais elle va à l'agrandissement et elle continue. De temps en temps, on installe pour le bien-être un petit bio, un petit machin. Alors, oui. Il y a une ou deux parcelles qui se trouvent un peu plus côté. Et on s'aperçoit que toutes les informations de terre qui se libèrent, la FNSEA a des réseaux quand même assez étendus dans chaque canton, tout le monde est hyper informé sur ce qui se fait. Nous, Confédération Paysanne, on reçoit l'enveloppe des dossiers qui vont être rentrés à la SAFER la veille. Aucun regard sur, on ne sait pas qui est qui, on ne sait même pas, on ne connaît vraiment pas le fond des exploitations qui sont en jeu, on ne comprend strictement rien, et on se prononce sur des trucs. Moi, quand je suis comme ça, je dis non, on n'y va pas, c'est pas la peine. En plus, on nous dit maintenant, ben voilà, vous êtes à la SAFER, alors vous faites quoi? Vous êtes au Cirlé, on a le droit d'aller au Cirlé, mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant au Cirlé dans les institutions? C'est fini, c'est totalement fini. Donc, et ça, c'est des fautes gouvernementales, ça ne m'intéresse pas. Jamais il y a aux syndicats minoritaires un droit d'entrée dans les instances de décision. Parfait. Écoutez,